Hello? OK. Oui, allô? Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Hugues Kamere, du secrétariat de Making Finance Work for Africa à la Banque africaine de développement. Voilà, toute l'équipe de Making Finance Work for Africa souhaiterait vous remercier pour le temps que vous avez pu dégager pour participer à ce webinaire qui portera sur le thème du financement des PME dans le contexte du COVID-19. Voilà, ce webinaire sera organisé tiendra sur 1h30, disons 1h15 maximum. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui 5 panélistes que je vais introduire par la suite. Yves, prochain slide. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, ce que je ferai, c'est partager certaines informations sur le webinaire, le processus. Donc, il est prévu, en fait, en général, c'est 1h, mais nous serons environ 1h30, 1h15, incluant les questions et réponses, pour une meilleure confort d'écoute, tous les micros des participants, notamment ceux qui ne sont pas des panélistes, seront désactivés pendant la présentation et je crois que nous les maintiendrons comme cela, sauf si au besoin, on pense qu'on peut ouvrir pour un panéliste quelconque. Les questions peuvent être soumises par ce que nous appelons le chat bar. Vous voyez, il y a un bouton, je crois qu'il apparaît, qui s'appelle le chat. Vous voyez la petite boucle quelque part. Et voilà, vous cliquez dessus et vous envoyez les questions. Le panel l'encart va s'ouvrir à la droite et vous pouvez envoyer vos questions. Vous pouvez aussi lever la main. Si vous avez besoin de poser une question, on pourra effectivement vous donner la possibilité. Les diapositives et l'enregistrement du webinaire seront distribués au terme de cette session. Et voilà, si vous avez quelques questions, difficultés à vous connecter à la plateforme, vous pouvez envoyer un email aux organisateurs. Ils essaieront de vous assister. Enfin, n'oubliez pas de remplir le questionnaire qui apparaîtra à la fin de cette session sur votre navigateur. Merci. Prochain slide. Voilà. Sans plus tarder, je vais rapidement parler de Making Finance Work for Africa en termes d'introduction, pour que vous sachiez un peu plus sur la structure. Voilà un peu, c'est une initiative du G8 depuis 2007. Plateforme pour l'harmonisation et le développement du secteur financier, ça sont nos principaux, notre vision, la facilité de développement du secteur financier. On regroupe les partenaires de développement, les gouvernements africains et le secteur privé pour effectivement permettre de réaliser le potentiel du secteur financier africain afin de réduire la pauvreté et contribuer au développement économique. Prochain slide. Merci. Voilà notre programme, sur le plan stratégique, comment nous travaillons pour aborder toutes ces questions-là. Donc, on travaille à travers 3 piliers principaux: l'inclusion financière, le financement à long terme, la stabilité, la gouvernance. Et en dessous de l'inclusion financière, voilà des thématiques que nous abordons. Finances numériques, mais il y a aussi le développement des PME. Vous avez au niveau du financement à long terme, les questions des marchés des capitaux, les investissements institutionnels et la stabilité de gouvernance. On travaille avec la communauté des superviseurs bancaires qui est placée sous l'association des banques centrales africaines. Et le thème transversal, c'est la gestion des connaissances avec votre site web qui est très riche et que je vous invite à parcourir. Nos sponsors, ceux qui nous soutiennent, nous sommes effectivement logés à la Banque africaine de développement, qui est notre hôte qui nous accueille depuis le début. Mais on est aussi soutenu par un certain nombre d'acteurs du développement. Donc, nous sommes une initiative multilatérale. Vous voyez la coopération allemande, l'Union européenne, la coopération française, mais aussi parmi les partenaires africains, Afreximbank. Nous sommes ouverts à d'autres partenaires africains. Ceci est donc une. Merci. Moi, c'est Hugues Kamere Safak, donc celui qui est le modérateur de ce jour. Nous allons donc rentrer rapidement dans la substance. Je suis au secrétariat de Making Finance, comme je l'ai dit. Voilà. En termes d'introduction sur cette thématique, financement et développement des PME en Afrique, nous savons que depuis la survenance du début de la crise, celle-ci a eu un certain nombre d'impacts sur nos pays. Nous avons résumé ici un certain nombre d'impacts
macroéconomiques, notamment la chute des exportations estimée à environ 100 milliards de dollars pour le continent africain en 2020, l'augmentation des dépenses publiques environ 11 milliards de dollars, des marges budgétaires qui se sont significativement réduites du fait de l'augmentation des déficits budgétaires, les baisses dans les consommations de ménages dans la demande intérieure et puis effectivement la dette qui va s'accroître. Donc, en résumé, on peut avoir, il y a des risques de débarrasser certaines économies et déjà des dépréciations de certaines de nos monnaies, on l'observe déjà, mais on estime que l'Afrique va vivre une récession d'environ entre 2 et 5% au courant de cette année-ci. L'impact sur les entreprises, pour situer effectivement le contexte de ces webinaires, comme on le dit, il y a une détérioration de la productivité dans de nombreux secteurs économiques, secteurs et des entreprises. On observe un report des annulations des projets, particulièrement les projets d'investissement baisse de chiffre d'affaires. Les pertes estimées pour les PME, c'est environ entre 20 et 40 milliards de dollars en Afrique. Ça, c'est une estimation d'African Guarantee Fund. On se dit, par exemple, au Sénégal, il y a environ 90% des PME qui sont affectés. Nous avons vu la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA qui vient de faire une étude et qui parle d'un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement affectés, notamment le chiffre d'affaires. Vous avez le tourisme qui est à pratiquement 100%, l'hôtellerie, la restauration. Voilà, dans le secteur des services, on est à plus de 50% de baisse au niveau de son chiffre d'affaires. L'industrie aussi est affectée, un peu relativement moins 25%, mais ils sont assez l'industrie affectée, l'agriculture et les pêches. Donc ça, c'est vraiment le contexte général. L'impact sur les PME particulièrement, c'est une dégradation générale de la solvabilité des PME avec comme conséquence des conséquences tant en termes d'offres et de demandes de crédit, une augmentation anticipée des taux de défaut des entreprises, spécialement les PME. Voilà, des hausses de demandes de crédit à court terme pour soulager la trésorerie, de financer les salaires, les fournisseurs, dans un contexte par contre où les PME sont considérées plus risquées. Et donc, il y a une réticence des institutions financières à financer les PME et les entreprises en difficulté de manière générale. Les PME aussi ont besoin d'informations et d'accompagnement pour bénéficier de certaines mesures de soutien aux entreprises, comme le report d'échéance et la restitution de dettes. C'est sorti un peu d'une analyse qui a été récemment faite par l'ADPM au Sénégal, juste en termes d'illustration. Quelles sont les mesures de soutien qui ont été mises en place, par exemple, pour en fait, des mesures pour soutenir et accompagner le financement des PME dans ce contexte assez difficile? On a sur le plan des ajustements au niveau réglementaire, vraiment qui bénéficient aux institutions financières avec des apports de liquidité, de la flexibilité dans les ratios, le respect des ratios prudentiels, l'encadrement des reports d'échéance, par exemple. On a des questions de différés de remboursement qui sont accordés par certaines institutions financières de développement aux institutions financières pour réduire les tensions de trésorerie et préserver les marges de financement des PME en particulier. L'activation des mécanismes de garantie des États, les remises de reports et des impôts, des taxes, voilà. Toutes ces facilités sont tantôt accordées voilà, aux IF elles-mêmes, les institutions financières ou aux PME pour leur donner un peu plus de confort. Et enfin, il y a des mesures d'adaptation au niveau des IMF, des institutions financières à l'environnement du Covid, avec la réorganisation des relations clients, l'accélération de la digitalisation et de la flexibilité dans la mise à disposition de nouvelles lignes de financement. Ça, c'est le contexte général. Nous avons donné cet aperçu. Maintenant, nous allons nous ouvrir à tous les panélistes que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes très, très reconnaissants. Ils vont nous donner vraiment des perspectives, tant de l'institution, du marché, mais aussi de manière, voilà, ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils voient, what's next, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Denis Fabrice, qui est l'administrateur délégué général de la société, la CIBG. Donc, ça fait partie du groupe BNP Paribas la Guinée. Nous avons M. Moustapha Touré de la BMS, Banque malienne de solidarité, le directeur des clientèles particulièrement. M. Severino, investisseur partenaire, qu'on ne présente plus. M. Tari Adi, directeur général d'Alsou Partner, et M. Cyril Colomb, le directeur général de Patec. Nous avons essayé d'avoir un panel mixte où nous avons des banquiers, des représentants des institutions bancaires et des investisseurs institutionnels. Pourquoi? Parce que la problématique est la même, mais les problèmes qu'ils rencontrent sont parfois, ça vient dans des perspectives différentes. Mais à la fin, comment nous répondons à ces besoins de financement des PME dans un contexte comme celui-ci, difficile, marqué par
le Covid. Donc, ce que nous allons faire, voilà la structure, le financement bancaire des PME, le financement par les PME, des PME par les structures de capital d'investissement et puis une discussion question-réponse. Nous avons choisi de commencer d'abord par les banques et ensuite nous donnerons la parole aux représentants des fonds d'investissement. Donc, sur ce, nous allons passer la parole à M. Rubix. Merci, M. Rubix. Vous avez la parole. Allô? Vous nous écoutez, M. Rubix? Allô? Je pense qu'il a quelques difficultés. Peut-être on peut avancer avec monsieur. Allô? Allô? On peut avancer peut-être avec monsieur Touré. Peut-être avançons la présentation, on prend monsieur Touré et puis on va revenir à monsieur Touré. C'est peut-être mieux. Et allô? Allô? C'est monsieur Rubris? Monsieur Touré. Ah, monsieur Touré. OK, monsieur Touré, on vous passe la parole. Vous avez pour... voilà, c'est... L'objet de votre intervention, c'est nous parler assez rapidement, de présenter votre institution, les défis auxquels les PME sont confrontés, voilà, dans votre contexte, et les défis auxquels votre institution est confrontée. Donc, je vous passe la parole. Vous avez environ 5 minutes maximum. Hein? Merci. D'accord. OK, merci bien à vous. En fait, comme vous l'avez dit, nous, on est une banque qui est très active dans le financement des petites et moyennes entreprises et ça fait partie même des missions statutaires de la banque depuis sa création en 2002. Et comme je l'ai... Allô? Donc, en fait, comme je l'ai dit, nous sommes une banque malienne de solidarité qui intervient beaucoup dans le financement des PME depuis 2005 grâce à une opération de fusion-absorption avec une institution spécialisée dans le financement justement de cette clientèle. Aujourd'hui, au niveau de la place malienne, nous sommes la deuxième banque en termes de total bilan et la première banque en termes de crédit à la clientèle et en termes de mobilisation des dépôts. Maintenant, comme le temps est limité, donc je vais directement faire la présentation sur notre stratégie de financement des PME. Donc, depuis quelques années, nous, on a voulu se positionner comme une banque partenaire des PME pour leur croissance et pour leur développement. Donc, nous avons approché les petites et moyennes entreprises en faisant une étude par rapport à leurs besoins et par rapport à ce que nous pouvons les offrir. Donc, cela nous a permis un peu de connaître les attentes des PME qui se résument principalement à quatre points. Hein. L'adéquation entre les besoins, leurs besoins et les financements que nous les offrons. La célérité en matière d'instruction, d'octroi et de décaissement. Et en troisième point, nous avons la souplesse dans l'octroi des crédits que nous adressons aux petites et moyennes entreprises. Et un dernier point, c'est de pouvoir mettre en place au niveau interne des procédures simples, rapides et des moyens de paiement à la disposition des petites et moyennes entreprises. Maintenant, ce travail étant, nous nous sommes fixés des objectifs avec des résultats et des indicateurs. Et en termes de résultats attendus, c'est vraiment d'augmenter le volume de financement à court et moyen terme pour les petites et moyennes entreprises pour deux secteurs prioritaires que nous avons, c'est-à-dire l'industrie et la production agricole. Deuxième résultat, c'est d'améliorer la qualité des concours pour les secteurs du commerce et des services. Et en troisième résultat, nous voulons vraiment améliorer la qualité des concours court terme de trésorerie pour les petites entreprises et pour les moyennes entreprises de tous les secteurs confondus. Nous avons mis en place des indicateurs pour pouvoir suivre tous ces résultats. Donc, des indicateurs en termes de progression des volumes de crédit à moins d'un terme PME pour les deux secteurs prioritaires, la production industrielle et agricole. Des indicateurs pour les volumes de crédit augmentés
pour des volumes de crédit à moyen terme adressés au secteur du commerce et des services, et également des indicateurs pour les petites entreprises et les moyennes entreprises. Voilà. Maintenant, nous avons, après tout cela, mis en place un certain nombre de moyens, d'outils et de produits pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, à ce niveau, nous avons d'abord l'ingénierie de l'offre. Donc, l'ingénierie de l'offre qui contient notamment les crédits à décaissement multiple. Comme je l'ai dit tantôt, ça, c'est vraiment fait suivant les besoins de nos clients. Les crédits à court terme à décaissement multiple, les crédits complémentaires, parce que souvent on fait des financements à des clients. Souvent, il y a des financements imprévus ou des investissements supplémentaires à faire. Donc, nous servons aussi nos PME à travers ces crédits complémentaires. Donc, nous avons aussi la réorganisation des procédures, je l'ai dit tantôt, pour une gestion personnalisée des portefeuilles de clients, pour des procédures d'octroi particularisées en fonction des secteurs, transport, industrie, BTP, etc. Et l'instruction des dossiers à travers un système pour une meilleure sécurisation et une maîtrise des délais. Nous avons aussi, en termes de restructuration des entités, adopté une nouvelle délégation de pouvoir pour que l'approche célérité puisse être plus opérationnelle. Nous avons aussi mis en place une direction dédiée aux PME, un service dédié aux PME, une agence dédiée aux PME avec des gestionnaires formés pour cela. L'intégration des changements aussi dans nos départements marketing commercial, mais aussi dans notre département de développement des nouveaux produits, notamment les produits digitaux. Et maintenant, pour couronner tout cela, nous avons tissé des alliances avec des tierces personnes qui interviennent aussi dans le circuit du crédit, notamment avec les notaires pour baisser les taux pour la formalisation des titres, avec les sociétés de crédit bail en alliance stratégique pour le financement des équipements. Nous avons aussi contractualisé avec les institutions de microfinance qu'on appelle système financier décentralisé, les compagnies d'assurance aussi, notamment pour les salariés de nos entreprises PME et pour les salariés de la fonction publique. Nous avons aussi développé des partenariats avec des fonds de garantie, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle sous-régionale, notamment avec le fonds de garantie du secteur privé qui est au Mali, avec le Fonds de solidarité africain qui est au Niger, à Niamey. Et donc, voilà un peu présenter la stratégie de la banque. Maintenant, pour les défis, allô, vous me suivez? Très bien, on vous suit très bien. Ah, pardon, voilà. Donc, par rapport aux défis auxquels les PME sont confrontés, nous avons essayé de scinder les défis suivant les étapes de leur cycle de production, notamment en termes de trésorerie d'abord. Nous avons ressenti à ce niveau des impacts forts de la pandémie, notamment pour certains secteurs. Bon, nous avons les secteurs les plus frappés, on l'a cité, je l'ai cité en bas du slide. Nous avons l'hôtellerie qui est fortement touchée par la pandémie. Donc, il y a beaucoup d'hôtels qui sont quasiment à l'arrêt, d'autres qui sont carrément arrêtés. Donc, il n'y a plus de rentrée d'argent. Maintenant, il y a aussi au niveau de certaines entreprises des retards dans le paiement des factures, des mandats pour les marchés exécutés et des marchés de l'État exécutés. Nous avons aussi rencontré des entreprises où leurs clients demandent carrément de repousser les échéances de paiement. Et nous avons bien évidemment la pression que ces entreprises ont pour faire face aux charges fixes. Maintenant, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, nous avons les délais qui se rallongent. Nous avons aussi la fluctuation des prix de certaines matières.
Et par exemple, les industries qui sont dans la production de farine, parce que le pain est devenu un aliment de base dans notre pays depuis des Oui, décennies. oui, monsieur Touré, peut-être une minute. Comme Oui, cela, après, vous pourrez revenir sur ces questions-là, ces aspects-là, par la suite. d'accord, Donc, une minute et puis voilà. d'accord, ok. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour les défis que la banque même rencontre actuellement, c'est que nous sommes en train de mettre en place des produits adaptés. C'est un processus qui existait avant la pandémie, mais avec la crise, nous sommes en train d'accélérer avec nos partenaires. Ça concerne essentiellement des produits digitaux. Donc, nous avons développé le produit Bank to Wallet qui est fortement demandé et utilisé par les entreprises et même les salariés. Donc, l'autre défi, c'est en raison de la pandémie de pouvoir garder l'équilibre financier, parce que l'incidence en termes de rentrée d'argent, en termes de restructuration de crédit, etc. Donc, on s'est dit qu'il faut forcément garder cet équilibre-là. Et l'autre défi, c'est de continuer à répondre efficacement aux besoins des clients. On ne va pas s'arrêter en raison de la pandémie, mais on est en train de faire le tri entre les secteurs frappés. Quelles sont les réponses à donner aux secteurs qui arrivent à s'en sortir et les secteurs qui ont vraiment d'énormes difficultés grandes à cause de la pandémie. Donc, c'est cette segmentation que nous sommes en train de faire et aussi rassurer nos partenaires techniques par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire comme disposition pour entretenir les relations. Maintenant, comme les réponses immédiates, nous avons bien évidemment, à l'instar de la plupart des banques, adopté les mesures de report que la Banque centrale a mises en place en faveur de la clientèle morale et la clientèle physique. Nous avons aussi sollicité les fonds de garantie pour la couverture des dossiers à rééchelonner, des dossiers de crédit à rééchelonner. Monsieur Touré, je pense qu'il y aura une question sur ce point-là. D'accord, Vous pourriez prendre la parole, comme ça on peut permettre aux autres de s'exprimer. Merci. Peut-être nous allons revenir sur. Désolé, on doit gérer un peu le temps là. On a beaucoup de temps. d'accord. Peut-être nous allons revenir sur M. Denis Uribis là. Il dit il est connecté. Donc, est-ce qu'on peut revenir à la présentation précédente? Et il aura 5 minutes. Merci, M. Touré. Je vais revenir vers vous par la suite. On retient cet aspect, ce challenge de la segmentation et le maintien de l'équilibre financier de la structure. Voilà. Voilà, nous y sommes. Monsieur Rubris, est-ce que vous pouvez nous joindre, nous écouter? Allô? Là, c'est. OK. Là, je pense que nous avons encore des difficultés. Nous allons avancer. Peut-être nous allons. Allô, monsieur Rubris? Il y a un problème de microphone avec M. Rubris. Donc, nous Il a pouvons un problème de avancer. microphone. OK. Nous allons vers la prochaine présentation après celle de M. Touré. Je pense que c'était celle de Azure Partner, je pense. Hein? Oui, ou M. Severino, je crois. Oui, surtout Kuvado. Voilà, nous proposons et puis la technologie dispose. Hein. OK. Voilà, c'est monsieur Severino que je vois. Il nous dit qu'il est connecté en tant qu'invité et non comme panéliste. Est-ce que vous pouvez nous écouter? Je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez m'entendre? On vous entend très bien, monsieur Severino. Voilà, votre présentation à l'écran va vous donner rapidement 5 minutes pour balayer et puis on pourra revenir éventuellement sur certains aspects du besoin. Merci bien, vous avez la parole, monsieur Severino. Merci beaucoup, bonjour à tous, ravi d'être avec vous et merci beaucoup à la Banque africaine de développement et votre programme de m'avoir associé à ce séminaire passionnant. Je ne vois pas ma présentation défiler, mais je suppose que c'est le cas. Voilà, je vous remercie. On peut passer à la diapo suivante.
Je vais rapidement parcourir notre propre contribution et nos propres réflexions dans ces temps difficiles, sachant que malheureusement, et je vous en présente tout à fait mes excuses, je devrais vous quitter à 4 heures précises, donc dans environ une demi-heure, 4 heures précises CET. Donc, pour ma part, je préside Investisseurs et Partenaires, qui est une société de gestion qui est exclusivement consacrée à promouvoir l'entrepreneuriat africain. Nous finançons en fonds propres les PME, les startups africaines. Nous sommes aujourd'hui une équipe d'une centaine de personnes réparties sur une quinzaine de pays. Nous gérons à peu près 250 millions d'euros. Nous avons financé plus de 150 entreprises africaines. Encore une fois, start-up et partenaires pour des tickets de moins de 3 millions d'euros et parfois de quelques dizaines de milliers d'euros. Et nous intervenons à tous les stades de la maturité des entreprises, depuis le stade depuis leur naissance, vraiment dans la tête des entrepreneurs, à travers notamment des programmes de pré-investissement et de prêts d'honneur, et puis jusqu'à des PME plus établies à travers nos fonds propres. Je propose de passer à la diapo suivante. Je partage complètement le majeur, avec dans un premier temps un choc externe qui a frappé les chaînes d'approvisionnement, fait s'effondrer les recettes d'exportation de nos entreprises, avec également des problèmes liés à la pandémie, parfois les couvre-feux, qui ont perturbé les circuits de distribution, et aussi des dynamiques de levée de fonds qui sont interrompues. Et ce que nous craignons, bien entendu, c'est que dans un second temps, la demande domestique pourrait aussi être affectée, notamment par le biais des coupes budgétaires dans les programmes d'ajustement structurel. Alors nous avons procédé il y a peu de temps, nous avons participé d'une étude qui a été conduite par Collaborative Frontier for Finance, qui est un réseau de fonds d'impact qui est principalement financé par des grandes fondations privées, auprès de 90 fonds d'investissement apportant des fonds propres aux PME et aux startups en Afrique. Ce que cette étude montre, c'est que les inquiétudes sont très largement partagées, puisque à la fois les programmes qui ont été mis en œuvre par les gouvernements et qui sont souvent très très bons dans leur conception ne semblent pas avoir atteint les entreprises, puisque 80% de ces fonds d'investissement estiment qu'aucun programme majeur d'aide n'a atteint leurs entreprises, les PME, et que 90% des sociétés qu'ils financent accusent une baisse significative de leur demande de leurs clients, et près de 80% rencontrent des difficultés à rémunérer leur personnel. Alors, ce sont des phénomènes qu'on constate dans notre propre portefeuille, même si ce sont des proportions plus faibles pour nous, puisque c'est plutôt de l'ordre de la moitié de nos entreprises qui sont affectées de manière significative. Mais la même étude de CFF estime que 80% des fonds d'investissement qui ont été étudiés déclarent que plus de la moitié de leurs clients auront besoin d'un soutien de liquidité sous forme de dette et de subventions face à la crise, mais également des besoins d'assistance technique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous, de côté, nous avons travaillé comme beaucoup d'autres acteurs. Hein. Nous avons d'abord essayé d'aider nos propres partenaires à faire face à la crise sanitaire elle-même, en mettant en priorité les problèmes des personnes, les problèmes humains, les problèmes de santé. Nous les avons également appuyés en leur apportant des liquidités chaque fois que c'était possible, et en les aidant à changer leur stratégie et l'adapter au marché qui était en train de changer, en train de trouver des nouveaux marchés, par exemple, pour des entreprises qui avaient du jour au lendemain perdu la totalité de leur chiffre d'affaires. Je pense par exemple à une entreprise de textile à Madagascar qui exportait vers la Chine. On a aussi négocié avec nos propres investisseurs et actionnaires des flexibilités pour mieux répondre aux besoins des PME. Un exemple parmi d'autres, nous avons pu négocier le fait de ne pas retourner les remboursements de capital de nos entreprises directement à nos investisseurs, mais pouvoir les utiliser pour faire de nouveaux prêts. Et puis, nous sommes mobilisés avec nos partenaires
pour développer des contributions à la lutte contre le coronavirus. Je pense par exemple avec Africa Radio, une start-up de médias, ou avec des programmes contre le coronavirus, ou avec ENCO, qui est une entreprise en termes d'éducation, avec des programmes d'aide aux enfants défavorisés et qui se retrouvaient privés d'accès à l'école. Prochaine diapo. Mais tout ceci est très insuffisant. Tout ce que nous voyons autour de nous montre que les besoins de liquidité des entreprises vont croître. Et pour essayer d'aider à résoudre ce problème, nous avons lancé deux initiatives. Une initiative qui s'appelle IPC19 et pour laquelle nous recherchons des subventions et qui serait transformée en prêt à taux zéro pour des très petites entreprises du portefeuille des fonds d'investissement ou que nous sommes en mesure d'identifier à travers notre réseau de terrain. Et ces prêts à taux zéro permettraient, avec des périodes de grâce, à un nombre significatif d'entreprises performantes de surmonter les problèmes de trésorerie. Nous sommes en train également de travailler avec CFF, dont je parlais à l'instant, pour créer un véhicule beaucoup plus important, qui serait un véhicule de dette et qui apporterait cette fois des liquidités davantage rémunérées, mais qui serait sous forme de prêts sans garantie, sans collatéral, à des PME, et ceci à travers les fonds de capital investissement africains existants, de façon à aider les fonds de capital investissement, les fonds de private equity africains, à venir au secours de leur propre portefeuille et renforcer leur écosystème financier. Ça, c'est un véhicule qui est en cours de levée et nous saurons d'ici le mois de septembre si nous avons réussi à le lever, sachant qu'à la fois il faut lever de l'argent, mais il faut le faire rapidement. Je dirais que, pour terminer, une réaction rapide est urgente. Le problème n'est pas simplement d'avoir des volumes financiers significatifs pour venir en aide aux entreprises africaines, aux petites entreprises et aux PME africaines qui souffrent beaucoup plus que le reste du secteur économique, mais il faut également le faire très rapidement. La rapidité, c'est vraiment la condition du succès. Et là, nous avons bien sûr un message important à apporter à toutes les grandes institutions financières. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici à la BAD, dans le contexte de la BAD, qu'elles soient africaines ou internationales, publiques ou privées, pour être capables également de se mettre en mode de travail d'urgence et en particulier bouger les procédures qui sont, comme on le sait, et c'est bien normal pour faire des choix de qualité, souvent assez longues. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et merci encore une fois d'avoir organisé ce séminaire important. Des banques et c'est tout à fait normal. Hein. Je dois comprendre, vous avez des intérêts, vous êtes des investisseurs dans les structures, les PME, donc vous avez leur apporté un accompagnement beaucoup plus rapproché. Monsieur Denis Rubis, voilà, il est connecté. Est-ce qu'on peut revenir à sa présentation assez rapidement? Et après, on va passer. Alors, d'abord, est-ce que vous m'entendez? Très bien, monsieur Rubis. Oh, parfait. Ben, voilà. Je suis vraiment désolé hein, parce que j'ai eu d'énormes problèmes de connexion. Oui. Et voilà. C'est la technologie qui dispose. Dans 5 minutes, pour aller rapidement, on reviendra avec lui, s'il vous plaît. D'accord. Alors, en 5 minutes. Alors, donc, la BCGI, donc, c'est la filiale du groupe BNP Paribas en Guinée. Donc, on est une filiale de banque de détail. On est grosso modo, on est, je dirais, le premier réseau bancaire par le nombre d'agences dans le pays, le deuxième contributeur en termes de financement de l'économie et le troisième en termes de, je dirais, de collecte de ressources. Il faut savoir que la Guinée, c'est un marché où opèrent à peu près 16 banques, d'accord ? Et c'est un marché où, grosso modo, il y a le marché bancaire aujourd'hui, c'est 700 000 clients entre les particuliers et les entreprises. Au niveau de la relation de notre positionnement commercial, nous avons au niveau de la BCGI
une segmentation de nos clients en 3 catégories. D'abord, les particuliers, donc tout ce qui est salariés fonctionnaires, et ça représente à peu près 70 000 clients. Nous avons le marché des entreprises, nous l'avons segmenté en 2 parties. D'abord, les entreprises qui sont structurées, organisées, qui sont en général sous la forme de sociétés commerciales et qui exercent, commerciales ou industrielles, et qui exercent, on va dire, ou qui réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre, enfin, supérieur à l'équivalent d'1 million d'euros. Donc ça, on considère que c'est le marché des entreprises et ça représente dans notre portefeuille à peu près 500 clients. Pour tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est entrepreneurs individuels, commerçants, micro-sociétés et autres, nous les segmentons à travers les professionnels. Hein, et en général, on a en face. Et nous avons aujourd'hui, on va dire, 2 centres d'affaires spécialisés hein, où d'un côté, on traite les professionnels, de l'autre côté, on a des chargés d'affaires qui s'occupent des entreprises qui sont un peu plus structurées et qui sont un peu plus matures. Donc voilà un peu grosso modo comment on est organisé et comment on approche le marché des PME. Et autant vous dire, et vous conviendrez avec moi, que la partie professionnelle, c'est un peu une mosaïque où vous rencontrez un peu de tout en termes de profil, en termes de motivation et en termes de risque. Alors, à la question de savoir comment on a soutenu, quelles sont les mesures qu'on a mises en œuvre pour soutenir nos clients, il faut au préalable que j'insiste plutôt sur les dispositions qui ont été adoptées par les autorités. Et en Guinée notamment, il y a eu, sans pour autant passer tout en revue, il y a en faveur du secteur privé un certain nombre de mesures qui ont concerné le report des charges pour l'ensemble des charges fiscales, enfin l'assouplissement des charges fiscales pour toutes les entreprises. Pour les secteurs les plus impactés, il y a eu carrément des reports de charges. Et concernant tout ce qui est remboursement de crédit, il y a eu la décision de report sans frais. Ça a été décidé par les autorités. Donc, ça s'est imposé à nous. Et puis, au-delà, il y a eu un certain nombre de mesures techniques prises par la Banque centrale de la République de Guinée pour pouvoir permettre aux banques, au système bancaire, de continuer à appuyer le système, leurs clients dans des conditions un peu plus souples que par le passé. Au nombre de ces mesures, celle qui est la plus symptomatique, c'est le fait que toutes les mesures, les règles en matière de provisionnement de créances et de déclassement de dossiers de risque ont été suspendues pendant une période qui reste encore à déterminer. Mais ça, c'était la mesure la plus symptomatique qui a été prise par la Banque centrale. Et il y a eu aussi la baisse des taux directeurs, hein, les 2 taux qu'utilise la Banque centrale pour réguler, pour gérer la monnaie. C'est, je dirais, d'abord le coefficient de réserve obligatoire, hein, qui a été baissé d'1 point, et également le taux directeur de la Banque centrale qui a été également baissé d'1 point. Donc, voilà le contexte dans lequel on était et on est plutôt, et où il s'agissait pour nous de prendre un certain nombre de mesures. Alors, quelles sont les mesures que nous avons prises au niveau de la banque pour soutenir nos clients? C'est d'abord, je dirais, c'est d'abord réaliser auprès d'eux une évaluation des impacts et des besoins qu'ils avaient. Donc, tous les chargés d'affaires, ils n'avaient qu'une mission, c'était contacter leurs clients pour voir à quel point ils étaient impactés et comment nous, on pouvait les aider à gérer la crise. Donc, c'est une campagne qui est toujours en cours, puisque, bon, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire, il a fallu, je dirais, gérer les effectifs. Donc, on avait pas mal de gens en congé. Donc, ceux qui étaient présents, c'était ça leur mission. Donc, ce premier travail qui a été fait. Au-delà de ça, nous avons décidé, au niveau de la direction générale, de répercuter intégralement la baisse du taux directeur de la BCRG sur à nos clients. Donc, ce qui fait en fait que les conditions d'arrêté de compte, hein, les conditions trimestrielles, vont être impactées favorablement.
Troisième mesure, on a également décidé de baisser et de geler les taux des crédits amortissables, que ce soit pour les particuliers, les professionnels et aussi pour les entreprises, jusqu'à la fin de l'année. Au-delà, il y a eu des réductions de frais de dossier, des remises sur les frais de location de TPE, enfin tout ce qui est terminant, et ainsi que la gratuité des installations. Donc voilà, grosso modo, les mesures spécifiques que la BCB a mis en œuvre pour pouvoir soutenir à la fois le plan de riposte décidé par les autorités, les mesures qui ont été prises par la Banque centrale pour aider les banques à mieux faire le boulot et bien évidemment pour pouvoir accompagner et supporter nos clients pendant cette période-là. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce stade. Mais merci beaucoup, M. Rubis. Veuillez rester avec nous. Nous allons rapidement avancer et passer au prochain intervenant, sachant qu'il y a des panélistes qui ont des contraintes, quelques contraintes de temps, mais nous allons les gérer voilà, dans le temps qui est imparti. Merci beaucoup. Le prochain intervenant aura effectivement, je crois que c'est Patrick, voilà, il aura 5 minutes aussi, on va dire rapidement, comme ça il pourra prendre une question. Monsieur Cyril Colomb, vous avez la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, oui? Très bien, très bien. Bon, parfait. Merci une nouvelle fois pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Je m'excuse aussi, comme Jean-Michel, j'ai un hard stop à 16h CET aujourd'hui, donc voilà, je vais essayer de faire très très vite. Peut-être pour me rapidement présenter, donc je suis un des deux managing partners du fonds Partech Africa avec Tidiane Dem, mon compère et ami de longue date. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Partech, on est une société de capital investissement qui existe depuis 38 ans, présent initialement aux US et puis en Europe, Afrique, Asie. Donc aujourd'hui, on est 65 personnes sur la planète, on gère 1,5 milliard. On a fait plus de 400 investissements que dans des startups tech. Donc notre ADN, c'est la tech, tous les segments, quels que soient les secteurs d'activité, mais c'est uniquement le tech et le digital. Donc plus de 400 investissements sur la planète et on a globalement une couverture très large sur l'ensemble des cycles de maturité de société, de la partie amorçage au growth stage. Donc ça va globalement de tickets d'investissement de 150 000 € à 50 millions d'euros sur un premier ticket dans une société. On est très présent aux États-Unis, en Europe, en Afrique bien évidemment et en Asie. Le fonds Partech Africa, c'est le dernier fonds de la maison. C'est une initiative qu'on avait lancée avec Tidiane il y a 3 ans. Tous les deux, on a grandi sur le continent, on a vu la tech se développer, on a travaillé 20 ans dans la tech africaine et on sentait que le momentum était là, donc c'était le moment de venir structurer un fonds cohérent pour aider et accompagner les entrepreneurs qui font de la tech et du digital. Donc est née l'idée de Partech Africa et on a lancé le fonds avec un premier closing il y a 2 ans à peu près 150 millions de dollars, ce qui en fait le fonds de venture capital tech africain qui soit le plus, on va dire, cohérent en termes de taille. Alors, c'est en soi un chiffre, mais ce qui est important, c'est surtout nous donner la capacité à pouvoir justement dans ce secteur-là épauler les sociétés sur la durée. Il faut être en capacité pour pouvoir laisser émerger des sociétés tech, de pouvoir investir un ticket et derrière de pouvoir suivre ça sur 2, 3 ou 4 si nécessaire. Et donc, la nécessité d'avoir un fonds de taille cohérente avec une politique de réserve forte est importante. Nous, en Afrique, on investit essentiellement sur de l'amorçage on va dire, au early stage, donc tout ce qu'on appelle en jargon seed, série A et série B, c'est-à-dire des tickets entre 1 et 7 millions de dollars sur les sociétés africaines. On a à ce jour, sur les 2 dernières années, investi dans 10 sociétés, tous les secteurs à peu près, et avec des différents types de maturité. Voilà. Prochain slide. Prochain slide. Ouais. Rapidement, pour parler des défis rencontrés depuis mars, bien évidemment, il y a une nouvelle réalité. On ne sait pas trop laquelle c'est et comment les choses vont se faire. La seule réalité, c'est que tout le monde est impacté. Ça, c'est clairement notre nouvelle réalité. Alors, si on regarde ça d'un point de vue des startups,
Et pour celles qui sont impactées massivement, c'est-à-dire qui vont avoir 90 ou 100% de leur chiffre d'affaires impacté avec les différents lockdowns et autres actions qui ont été prises, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, en moyenne, il faut bien réaliser que 70% des startups qui sont sous contrainte aussi forte-là n'ont pas la capacité de survivre après 3 mois avec des revenus proches de zéro. Donc, on a un risque très très fort, bien évidemment, j'allais dire de mortalité des sociétés. Et ces sociétés-là, pour beaucoup, s'attaquent au marché formel et informel. Donc, j'allais dire une autre génération d'entrepreneurs qui, elle, est encore plus touchée. Quand on prend tous les segments B2B ou, j'allais dire, B2K, c'est-à-dire kiosques, et donc tous ces revendeurs informels que l'on a dans nos open markets en Afrique, ces gens-là sont encore beaucoup plus impactés. C'est-à-dire que nous, on a tourné des surveys sur l'ensemble de notre base client. Et aujourd'hui, avec 3 de nos sociétés qui sont très impliquées là-dessus, on a plus de 250 000, j'allais dire, marchands informels ou semi-formels rattachés à nos plateformes. On a fait des surveys et on se rend compte globalement que 90% d'entre eux sont incapables de survivre avec plus d'1 mois dans une situation où il n'y a pas de revenus. Et donc, voilà, il y a une vraie contrainte très, très forte. Alors, les enjeux pour les startups, c'est assez simple. La première chose, c'est la sécurité, j'allais dire, des personnes. L'asset premier des startups, et en tout cas, au moment où on investit, nous, ce sont clairement les équipes. Donc, ça, c'est leur première contrainte. La deuxième, c'est qu'elles sont massivement impactées, et pour certaines, vraiment, sont très, très fortes sur la partie revenus, donc la partie vente, et aussi leur capacité à développer du nouveau business avec le fait qu'on ne puisse pas se déplacer, qu'on ne puisse pas être en contact direct. Donc, la partie business développement, acquisition, elle aussi est très ralentie. Donc, la norme dans cet environnement-là, c'est la préservation du cash et se donner le maximum de runway pour pouvoir traverser l'orage de façon le moins violent possible. Donc, ça, c'est vraiment le gros enjeu. Et pouvoir, donc, dans un nouvel contexte qui est encore en cours de définition, stabiliser les opérations pour être justement en capacité d'avoir un petit peu une analyse sur les prochains mois. Et j'allais dire, l'autre point très, très important, c'est que beaucoup de ces startups sont en levée ou étaient à un moment de leur processus où elles allaient faire des levées de fonds. Et bien évidemment, celles-ci sont impactées. Le marché c'est un peu refroidi, on pourra en discuter. Je peux vous donner quelques indications de trend sur comment, mais il y a une réalité et qui fait que le recentrage d'un certain nombre des acteurs existants sur, en premier lieu, leur portefeuille, fait que investir dans de nouveaux projets prend un peu plus de temps. Et donc, côté enjeu pour les gestionnaires de fonds, ça dépend un petit peu des différents fonds. Certains fonds ont été très impactés. Je parle des fonds de tech aussi. Certains fonds sont très impactés. Monsieur Colomb, je vais vous donner 1 minute pour ouvrir les slides. OK. S'il vous plaît. Donc, certains fonds ont été très impactés sur leur portefeuille. Nous, on a eu la chance d'avoir un portefeuille très résilient. Donc, aujourd'hui, l'arbitrage sur les politiques de réserve, on n'est pas trop contraint, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La capacité de pouvoir investir dans de nouveaux investissements, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Et donc, il nécessite, comme disait Jean-Michel, derrière, de renégocier avec ses LP sur un certain nombre de caractéristiques et de mandats du fonds. J'allais dire, une des vraies contraintes qu'on a pour le coup, c'est vraiment dans la partie due diligence et deal exécution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut investir dans un mode où on ne peut pas être sur le terrain et de façon opérationnelle, voir les assets dans lesquels on est susceptible d'investir. Et donc ça, il faut se réinventer, nous aussi, sur cette partie-là. Maintenant, sur le support du portefeuille, très rapidement, nous, on a mis en place un mécanisme de support avec des calls toutes les semaines, où globalement, on a clairement dit que la réalité du business et de la situation imposait de prendre des plans de contingence et de les établir immédiatement et de se préparer au pire. Donc, on va dire 3 vecteurs: sécuriser une continuité opérationnelle. On a mis en place des escalation protocoles, des
des war rooms aussi pour des modèles hybrides, notamment qui ont des assets sur le terrain, qui ne sont pas fully digital, de pouvoir avancer dans un processus de décision sur comment on fait pour se préserver. Dire aussi qu'il faut communiquer. Et sur les plans de contingence, bah voilà, c'est travailler avec les équipes sur leur PNL, le stress testé, regarder la réduction du burn, qui passe par des décisions où on doit réduire la voilure en termes d'embauche, en termes d'équipe parfois, réduction des salaires, etc. Il y a beaucoup d'aspects à un plan de contingence. Et bien évidemment, l'injection de cash pour ceux qui en ont besoin. Et j'allais dire un dernier point qui est très important, je finirai là-dessus, c'est que dans ce contexte-là, il y a des opportunités. Et il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises qui font dans l'ADN tech et digital. Et donc, on a toute une partie qui est justement comment on leverage la situation actuelle, comment on est offensif dans un environnement difficile. Et pour ceux qui ont, qui ont un financement qui tient, qui ont un runway qui est cohérent, et qui sont sur des modèles digitaux, c'est vraiment le moment d'accélérer, de prendre une position de leader, de rattraper son retard quand on est un peu derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup avec nos sociétés. Et sur la période donnée, on a certaines de nos sociétés qui ont multiplié leur revenu par 3 sur les 4 derniers mois. Donc voilà, pour montrer qu'il y a aussi, dans ce contexte-là difficile, des opportunités pour des players tech et digitaux pour justement accélérer. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. La démarche est un peu différente de celle des banques. Si vous pouvez rester avec nous, tous les autres panélistes, si vous êtes là, réfléchissez déjà à quel type de réponse nous pourrions apporter, par exemple, à moyen long terme, sur cette question des difficultés auxquelles les PME sont confrontées après le Covid. Je vais aussi profiter pour inviter les participants à envoyer leurs questionnaires par le chat box. Vous voyez, le chat, il est tout à côté de vous. Comme cela, les panélistes pourront y répondre juste par la suite. Sur ce, je vais donc inviter M. Tarek Adi, qui est notre dernier panéliste. En général, on a déjà parlé, il a beaucoup écouté, il saura donc sur quoi mettre l'accent. Merci, M. Adi, vous avez la parole. C'est le directeur général d'Azur Partner. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci à l'ABAD, aux organisateurs. Bon, je devais parler avant Cyril, mais bon, il devait quitter absolument à 15 heures, je comprends. Bon, Jean-Michel et Cyril, en fait, ont tracé toutes les problématiques des fonds d'investissement qui soient orientés PME ou start-up ressentent. Moi, je propose d'aller vite sur ces aspects-là parce que l'essentiel a été traité et de m'attarder peut-être un peu plus sur les mesures à long terme et sur la digitalisation de la relation PME. Donc, Azur Partner, c'est une société de gestion de fonds d'investissement locale, donc marocaine et indépendante, créée il y a 10 ans. Elle est orientée capital risque, on fait de la PME, mais notamment de la start-up. Nous gérons des fonds impact. Aujourd'hui, c'est 3 fonds sous gestion, portefeuille cible de 35 participations et à terme un peu plus de 2000 emplois directs. Nous sommes dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'innovation. Et le fonds innovation est un fonds réglementé, c'est-à-dire que c'est un organisme de placement collectif en capital supervisé par l'autorité des marchés du Maroc. Donc, les principaux défis ont été traités. Là, j'irai très vite pour peut-être donner quelques chiffres sur la situation au Maroc. C'est quand même 98% des PME qui ont été affectées, avec des réductions de postes de 726 000, peut-être d'ici la fin de l'année 1 million, donc un fort impact sur la demande intérieure. Alors pour les startups, à part celles qui proposaient des solutions de substitution à la mobilité, télémédecine, commerce, impression 3D, etc., et celles qui se sont lancées dans des business Covid compatibles, modélisation de l'épidémie, purificateur d'air, respirateur artificiel, kit de dépistage, etc. Bon, tous les autres sont confrontés à des vrais problèmes de trésorerie, ça a été traité par mes prédécesseurs, de financement et de manque de perspective. Donc les défis, ça aussi, ça a été traité, je passe très vite. D'abord, la sauvegarde du personnel et de l'outil de production. Je pense notamment aux plantations dans l'agriculture, qu'il fallait continuer à protéger malgré le confinement.
les ruptures des chaînes logistiques, mais ça n'a pas été très important dans nos portefeuilles. Par contre, les impacts de trésorerie, on en a longuement parlé. Il faut savoir qu'au Maroc, le premier financement des PME, c'est le crédit interentreprise. Et donc, avec un vrai risque de faillite en cascade qui freinerait une relance pour le moyen et long terme. Donc, pour les fonds d'investissement, c'est ce qui a été dit, des besoins de suivi rapprochés de la situation des participations, des attentes d'accompagnement accru des dirigeants, des réajustements éventuels des flux d'investissement et des valorisations. Vous savez que dans les pactes, on prévoit souvent déjà des ajustements de valeur intermédiaire selon le taux de réalisation du business plan. Donc ça, on a beaucoup travaillé. Effectivement, on a aidé les PME sous portefeuille qui pouvaient adapter leur business model pour les préparer au paysage concurrentiel post-crise. Avec certaines participations, nous avons même pu analyser des opportunités de croissance externe qui pouvaient se présenter suite à la crise. Et bien sûr, réduction des coûts, surtout utilisation optimale des mesures prises par l'État, les banques et les organismes sociaux. Je soulignerai aussi une initiative au niveau de la place, l'Association marocaine des investisseurs en capital, qui a mis en place Amic Support TPME, qui était, en fait, c'est notre site internet de l'association, avec toutes les mesures prises par l'État et les organismes sociaux, donc vérifiées, parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, beaucoup de rumeurs, et il fallait gérer ça, et une hotline pour l'accompagnement juridique et fiscal des PME. Ça, on l'a mutualisé, on l'a fait sur place. Alors, concernant les actions nécessaires à moyen et long terme, donc au niveau de notre association et avec la Caisse centrale de garantie, nous travaillons de manière rapprochée. Aujourd'hui, ce qui se présente, c'est d'abord un travail sur un nouveau modèle de développement qui devra donc identifier les nouvelles chaînes de valeur régionales, parce qu'avec les ruptures de chaînes, nous misons beaucoup sur des chaînes de valeur régionales qui vont reconfigurer tout l'espace du commerce international et donc qui sera pour nous et africain et européen, puisque nous sommes proches de l'Europe. Et il devra aussi identifier les filières de la quatrième révolution industrielle que nous souhaitons développer pour que nos startups et puis même nos PME qui souhaitent se redéployer dans les nouvelles économies puissent être accompagnées. Le nouveau modèle de développement s'intéressera aussi de manière prioritaire aux facteurs de compétitivité, le capital humain, la flexibilité, mais aussi l'énergie, la R&D avec des infrastructures techno locales. Il s'intéressera aussi au financement bancaire parce que cette reconversion des PME et ce déploiement des startups dans ces nouveaux champs du modèle de développement aura besoin de financement bancaire. Donc, avec la CCG, nous sommes en train de développer des lignes de financement pour le BFR, garanties par l'État, donc avec des taux réduits et étalés sur 7 ans. Je peux en parler tout à l'heure plus s'il y a des questions. Mais l'endettement, bien sûr, ne suffit pas. Et seul, il peut même être dangereux à terme. Il faut des fonds propres donc pour équilibrer les structures financières qui ont été malmenées et pour financer les investissements du redéploiement des entreprises dans le cadre du nouveau modèle de développement. Là aussi, je pourrais, s'il y a des questions, détailler. Donc, militons aussi pour l'accélération des réformes fiscales, pour l'amélioration de la compétitivité de nos PME et surtout pour pouvoir incorporer l'informel. De nombreuses entreprises au Maroc et en Afrique ont souffert de tâches parce qu'elles ont été dans l'informel et n'ont pas pu être aidées par l'État. Et donc, nous voulons surfer sur cette vague pour construire un dispositif fiscal, social qui permette leur intégration dans les meilleures conditions. Ensuite, il y a, Jean-Michel en a parlé, il faudra beaucoup d'accompagnement technique et managérial des PME pour le redéploiement dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, à travers de l'assistance technique, la formation professionnelle continue, mais aussi le renforcement significatif de l'écosystème d'accompagnement. Il faudra beaucoup de compétences, d'expertise et de la planification et de l'évaluation pour faire correctement les choses. Donc, bien sûr, nous avons des propositions sur la stimulation de la demande à travers des mécanismes d'incitation de la demande locale pour le Made in Morocco et le Made in Africa, bien sûr, en limitant les fuites en importation et son corollaire, la ponction des réserves nationales de devises.
La commande publique doit être utilisée comme vecteur de relance économique en favorisant là encore la production et la consommation locale, bon, avec de la transparence les procédures, en réduisant drastiquement les délais de traitement et de paiement grâce au GovTech. Donc, et c'est ce qui permettrait d'aider les startups locales. Bien sûr, l'intégration africaine, car nos marchés nationaux sont trop petits et pour des économies d'échelle qui font la compétitivité des entreprises des grandes zones économiques. À ce sujet, je voudrais saisir l'opportunité de ce webinaire continental pour faire un appel. Développer des expertises en intelligence artificielle, big data, blockchain, Internet des objets ou même la 5G exige des investissements importants qu'il serait optimal de mutualiser à un niveau continental. Donc, un appel pour regrouper nos forces sur ces technologies de base pour donner à nos entreprises les moyens de réussir le virage de la 4e révolution industrielle. Et la BAD peut être un catalyseur dans ce sens. Alors, pour la digitalisation de la PME, cette crise catastrophique a eu au moins cet avantage, c'est qu'en tout cas au Maroc, elle a permis d'accélérer. C'est une accélération inespérée, vraiment, en raison du confinement. Et donc, le e-government est en train d'avancer beaucoup plus vite que prévu. C'est une aubaine pour les startups de la GovTech au Maroc. Et la Banque mondiale a approuvé il y a juste quelques jours, hier, un financement de 500 millions de dollars pour accélérer justement la transformation numérique au Maroc. Alors, pour la digitalisation bancaire, il faut bien expliquer à nos banques que l'informel représente vraiment un potentiel de croissance extrêmement important pour les banques. Mais ça passe par la digitalisation et des offres spécifiques adaptées aux besoins de la toute petite entreprise informelle qui sont basées sur le mobile et le digital. Ça, c'est la carotte. Et donc, elles doivent investir massivement dans les fintechs, mais en open innovation, c'est-à-dire en faisant confiance aux startups africains. Bon, à ce jour, c'est encore très timide au Maroc et elles doivent aussi d'adaptation réglementaire pour ouvrir le champ au développement des fintechs. Alors pour le crowdfunding, donc il devrait devenir le mode de financement des projets entrepreneuriaux innovants par excellence sur notre continent, à travers des prêts, du capital et des dons collectés par des plateformes digitales sécurisées. Au Maroc, la loi a passé le cap de la première chambre, donc en février. Et les textes, bon, il reste la deuxième chambre et les textes d'application sont en cours. Ce dispositif sera supervisé par la Banque centrale pour les prêts et par l'autorité des marchés pour tout ce qui est investissement. Et déjà, certaines startups se positionnent sur le marché marocain. Alors, pour la digitalisation des process capital investissement, donc Azure Innovation accompagne aujourd'hui une plateforme de mise en relation et d'évaluation des startups en levée de fonds dans les marchés émergents. Je ne peux pas en dire plus à l'instant, nous sommes en train de l'accompagner et ce serait sûrement un investissement et ça permettrait d'accélérer et de simplifier les process de capital investissement. Bon, l'idée à retenir, c'est qu'il faut vraiment aller, soit au Maroc, sur le continent, à une coinless economy. Il faut accélérer, c'est ça qui va permettre d'accélérer la bancarisation, le développement du paiement en ligne et mobile. Et ça lèvera un grand frein au développement des business models en ligne et booster de très nombreuses startups. Aujourd'hui au Maroc, on le vit, le e-commerce, les plateformes de services, l'EdTech, l'éducation numérique, mais aussi la télémédecine sont bloqués par ce frein au paiement en ligne et mobile. Et donc, c'est un mur qu'il faut casser et ça permet aussi de lutter contre la circulation du cash et ses implications en termes d'économie informelle, de corruption et de fraude potentielle. À ma connaissance, le Kenya a démonétisé, par exemple, le billet de 2000 shillings. C'était 96% des billets en circulation. Donc, 12% ont été transformés en dépôts bancaires. Et puis, 4600 opérations de blanchiment ont été détectées et seront sanctionnées. Plus loin de nous, la Corée du Sud a aussi supprimé les pièces monétaires et les a remplacées par des cartes de paiement et de mobile payment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et bien sûr, s'il y a des questions. Merci beaucoup.
monsieur a dit ouais, qu'il y a pas aussi d'avoir des avantages à être le dernier intervenant. Hein. On vous a laissé le temps parce que la présentation était assez riche et ça a embrayé sur un autre point, comme on a dit, sur le moyen long terme. Sur ce, je vais donc passer la parole aussi à d'autres participants qui peuvent avoir chacun 30 secondes, une minute maximum, pour dire aussi ce qu'ils pensent sur le long terme, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, il y a une question que nous avons reçue qui était celle-ci. Est-ce que vous anticipez des challenges d'ordre fiscal qui pourraient affecter les PME et quelles initiatives prises par les gouvernements avez-vous jugé significatives? Donc, vous pourrez aussi immédiatement répondre à cette question-là. Nous pouvons encore recevoir une ou deux questions des participants. Voilà, vous pouvez utiliser le chat box pour envoyer. Donc, je passe la parole peut-être sur ce à M. Moustapha Touré. Voilà, oui, s'il peut réagir. Allô? Vous m'écoutez, M. Touré? Oui, c'est bon. OK. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que mes prédécesseurs ont un peu parlé de beaucoup de choses hein, que nous aussi nous avons envisagées en dehors de ce que nous avons eu à projeter. Aujourd'hui, c'est vrai que chez nous, l'État est en train de resserrer son budget et on sait que les PME majoritairement sont liées aux commandes publiques. Bon, ce que nous souhaitons, c'est que vraiment cette mesure d'accompagnement des PME servant au niveau des commandes publiques puisse être accélérée. Parce que surtout pour les PME qui interviennent dans la production locale. Maintenant, il y a aussi le renforcement systématique hein, des compétences au niveau des PME. Parce que c'est vrai que la crise exige des moyens financiers, mais sans accompagnement technique, il y aura des soucis à ce niveau. Il y a aussi l'appui des banques multinationales, des banques multilatérales de développement pour aider les banques à accompagner les entreprises en raison de ce contexte-là, avec des ressources adaptées et un accompagnement technique aussi. Et il faut aussi, tantôt l'interlocuteur précédent l'a dit, accélérer la transformation numérique. Et nous, on a développé la banque to wallet qui est beaucoup utilisée par nos clients aujourd'hui. Nous avons aussi mis en place une plateforme avec un partenaire qui s'appelle Tunkaranke pour notamment les opérations de transfert local ici et de la diaspora parce qu'il y a beaucoup de Maliens à l'étranger. Nous avons aussi digitalisé les paiements de subventions, les subventions pour les populations démunies qui sont au fond du pays avec des programmes de la Banque mondiale et de certaines ONG comme le PAM, Caritas, etc. Donc, toutes ces actions mises ensemble vont permettre vraiment de donner un nouveau souffle au marché local et sous-régional africain. Donc, je pense qu'il doit y avoir cette mutualisation entre surtout aussi nos pays, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser les autres. Merci, M. Touré. Merci. Je vais passer donc la parole à M. Denis Lobris, voilà, sur le même point. Et peut-être aussi sur la question des aspects fiscaux, s'il y a des observations là-dessus, les challenges auxquels les PME peuvent être confrontés. Alors, sur les challenges fiscaux, à ce jour, on n'a pas de remontée hein, clairement de nos clients là-dessus, mais il est fort à parier que si, je dirais, l'État accorde un certain nombre d'assouplissements, renonce à un certain nombre de recettes, que les services de contrôle fiscaux seront peut-être un peu plus regardants et seront plus exigeants. Ça parce qu'au final, c'est quand même le budget de l'État qui finance toutes les mesures qui vont être données pour pouvoir soutenir l'environnement. Et comme il y aura forcément une baisse des rentrées fiscales, donc il faut bien à un moment que les contribuables qui sont censés payer leurs impôts au-delà des périodes de moratoire puissent assurer leur mission. Donc dans ce domaine-là, je ne me fais pas d'illusions, même si à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte pour dire que ça va être allé dans un sens ou dans un autre.
Alors, sur l'autre question qui concernait, je dirais, je crois, les actions à long terme. D'accord? Alors, je vais tenter de regarder le sujet, de vous répondre en pensant surtout aux pistes qui permettraient, je dirais, d'accélérer les réformes qui sont susceptibles d'avoir un impact sur, d'un côté, l'emploi, parce qu'à la fin des fins, le rôle des PME, c'est aussi contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'emploi, et notamment des jeunes, et qui peuvent avoir des impacts sur le financement de la production de biens et services d'une manière générale. Alors, dans ce domaine-là, je ferai alors, je ne vais pas aller on ne va pas faire un catalogue à la Prévert, mais je vais me concentrer sur 3 points qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est d'abord la formation des hommes, qui, à mon avis, est déterminante pour le succès de nos PME. Si vous ne trouvez pas de main-d'œuvre qualifiée, si vous ne trouvez pas des gens formés en termes d'efficacité et de productivité, vous ne tiendrez pas la distance, hein, et que nos PME ne tiendront pas la distance. Donc, il est important que dans nos environnements, qu'on investisse dans l'éducation, de la formation technique, de la formation professionnelle, pour qu'on puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est une mesure, pour moi, c'est une action pérenne qui est nécessaire à moyen et long terme et qui garantira le succès et la réussite de nos PME. La deuxième piste, pour moi, c'est l'aménagement du territoire, des territoires, qui est un facteur d'efficacité et de productivité. Quand, en termes d'infrastructure, vous n'avez pas de route ou les conditions ne sont pas suffisantes pour vous permettre de transporter et de transporter vos produits, forcément, ça vous pénalise. Quand vous avez des soucis d'alimentation en fluide, en électricité, en eau, ou que vos coûts sont supérieurs aux autres, forcément, votre créativité, votre développement en est freiné. Ça, c'est la deuxième raison. Donc, l'aménagement des territoires pour faciliter la circulation à la fois des biens, des marchandises et des personnes. Ça me paraît à long terme quelque chose de vraiment indispensable. Enfin, je pense qu'au niveau des établissements financiers, l'engagement des conseils d'administration peut contribuer à développer l'appétit des prêteurs, hein, au risque. Hein, je ne parle pas des banques, je parle des établissements financiers d'une manière générale. Parce que dans nos environnements, les établissements financiers et les banques, on a deux types d'attitudes. Soit, je dirais, on prête aux PME et aux particuliers en acceptant, d'une part, des coûts opérationnels qui sont plus ou moins significatifs, en acceptant des contraintes maximales aussi en termes de capital réglementaire. Et, in fine, on sait qu'on va forcément avoir une partie impact financière. Voilà, donc vous avez forcément des coûts et des risques à gérer en ce domaine-là. Vous avez aussi l'option 2 qui consiste aussi et qui est plus vertueuse en matière de coûts, en matière de rentabilité, et qui consiste à prêter à l'État à travers le placement des excédents de trésorerie en bons du trésor, en obligations ou en titres d'État. D'accord? Entre ces deux options, il n'y a aucune banque qui choisit l'un ou l'autre. Les banques, les établissements financiers agissent sur les deux volets, mais je reste persuadé que si l'on veut augmenter l'appétit au risque et la propension des banques à privilégier le financement direct à l'économie, c'est-à-dire aux PME, les conseils d'administration doivent plafonner le montant des investissements en titres souverains qu'ils autorisent les états-majors à faire. Donc voilà un peu je dirais, sur l'aspect action pérenne nécessaire à long terme, les 3 propositions, les 3 actions qui me semblent des actions déterminantes pour pouvoir soutenir et continuer à soutenir nos PME. Merci beaucoup, monsieur Lebes. Merci pour cette perspective assez large. Je vais peut-être passer la parole donc à monsieur Tarek Adi, qui va nous peut-être revenir un peu davantage sur les aspects technologiques. Je pense qu'il avait un certain nombre de propositions, y compris de la mutualiser certains efforts au niveau africain. Je crois que ce sera la dernière, à mon avis, dernière intervention, parce qu'on a couvert quand même un certain nombre d'aspects. Et bon, on verra. S'il y a une question qui arrive, on pourra la prendre. Monsieur Adi, vous avez la parole. D'accord, merci. Si vous permettez, je peux aussi répondre à la question sur la fiscalité parce qu'on a des propositions très précises dessus.
Nous, on a proposé qu'il y ait des incitations fiscales pour que les investisseurs en capital puissent bénéficier de crédits d'impôt pour les montants investis dans les fonds qui investissent dans les PME, pour encourager donc sur institutionnel, avoir une carotte fiscale pour aller vers des fonds d'investissement orientés PME et un abattement de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés, donc pour les PME cette fois-ci, qui augmentent leur capital et qui l'ouvrent à des fonds réglementés, à des fonds d'investissement réglementés. Nous avons aussi pour l'informel fait des propositions pour l'intégrer. Donc, on a proposé un statut fiscal et social de micro-entreprise sur le modèle du statut auto-entrepreneur qui a bien fonctionné au Maroc. Donc, l'élargir aux petites structures de l'informel, donc avec un impôt unique et un statut unique auprès des organismes sociaux. Une amnistie fiscale pour le passé, mais à contrebalancer par des mesures plus sévères contre les entreprises qui resteraient dans l'illégalité. Ensuite, quelques mesures fiscales et douanières, notamment la réduction de la TVA pour ne pas rendre l'informel très compétitif. L'informel ne facture pas de TVA, donc il est moins cher que le formel qui facture une TVA. Donc nous proposons de réduire cette TVA, ce qui permettrait de rendre moins compétitif l'informel. Et puis, ça permettrait de relancer la demande en réduisant la TVA dans un contexte de choc de demande à cause du Covid. Voici pour les mesures fiscales. Donc, vous vouliez que je revienne sur ces technologies à développer ensemble en Afrique. Effectivement, aujourd'hui… Oui, assez rapidement, en une minute. Oui, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces technologies de base, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets, tout cela sont des technologies de base que les PME et les startups doivent pouvoir utiliser pour développer leur business model. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible sur notre continent. Ils doivent aller le chercher ailleurs et elles ne seront jamais compétitives. Aujourd'hui, bien sûr, la Chine a une taille suffisante, mais on voit qu'il y a aujourd'hui un regroupement entre les États-Unis, l'Europe, le Canada, un certain nombre de pays, pour investir dans ces technologies de base pour que leur entreprise puisse être compétitive dans les nouveaux modèles économiques. Et nous, en Afrique, nous ne pourrons jamais le faire chacun dans son coin, parce que c'est des investissements énormes. Et encore une fois, mon appel, c'est de mutualiser ça sur le point de vue continental. Et la BAD peut être catalyseur dans ce domaine. S'il y a d'autres questions, j'ai voulu aller vite pour ne pas vous me dites s'il faut plus de… Je crois qu'on va conclure. Je vais donner 30 secondes à chaque panéliste. Si vous avez pour le mot de fin, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez prendre la parole. Il y a une question qui est arrivée qui dit, j'aimerais savoir aussi vers quel secteur se lancer aujourd'hui si on veut entreprendre plus facilement et bénéficier des financements. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à prendre cette question et y répondre ou bien voilà, conclure juste. Je vois que vous restez 3 panélistes. J'ai M. Touré. M. Touré, pour le mot de fin, voilà, 30 secondes, si vous avez quelque… Voilà. Sinon, on passe. D'accord, je vous remercie. Je voudrais revenir d'abord sur la dernière question. Quel secteur choisir pour investir aujourd'hui dans le cas du Covid? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de la place du Mali, ce qui est en train vraiment de connaître un boom, ça c'est le e-commerce avec les fintech aujourd'hui. Donc, et aussi les sociétés de livraison. Donc, ça, c'est vraiment des sociétés aujourd'hui qui sont en train d'émerger malgré le contexte du Covid aujourd'hui. Il y a aussi les sociétés qui sont dans le commerce agroalimentaire et qui sont aussi dans la vente de produits médicaux. Donc, vraiment, c'est aujourd'hui des secteurs qui sont prisés. Maintenant, pour le mot de la fin, c'est d'abord remercier la Banque africaine pour son implication, qui n'a jamais fait de pour, et aussi remercier les participants et les autres panélistes.
et dire que nous, Banque malienne de solidarité, on est vraiment à pied d'œuvre pour pouvoir continuer à améliorer notre process et à être regardant sur l'évolution de la situation afin de répondre convenablement aux besoins de nos clients, surtout des petites et moyennes entreprises. Et je l'ai dit au début, ça fait partie vraiment de nos missions statutaires. On est une banque qui a été créée pour ça et on ne cessera jamais de nous améliorer pour pouvoir dépasser cette conjoncture, hein. Je suppose que ça va rester une conjoncture. Voilà. Et je vous remercie. Merci. OK. Merci beaucoup. Allô? Je voudrais passer la parole à M. Denis Urubis pour son mot de fin. Ben, alors, bon, ça va être très court. Moi, par rapport au thème du sujet, qui est le financement des PME en Covid ou en Covid, je dirais qu'on a des sujets de fond, dans ce sens où, que ce soit les banques ou les PME, on est soumis à un certain nombre d'injonctions contradictoires et que tant qu'on ne on va pas les résoudre, lorsqu'on dit on, c'est à la fois les acteurs, les autorités publiques, on n'arrivera pas à avancer là-dessus. Rapidement, lorsque je dis qu'il faut résoudre les injonctions contradictoires auxquelles on est soumis, les PME d'abord, on attend d'elles qu'elles contribuent à la croissance économique, mais est-ce qu'on leur donne effectivement les moyens, hein? Est-ce qu'on les accompagne suffisamment? Je ne suis pas sûr, d'accord, qu'on leur donne, parce que lorsque vous regardez les infrastructures, lorsque vous voyez l'accès au marché public, lorsque vous voyez le marché des fonds propres, hein, qu'est-ce qui est fait pour les aider? Je ne suis pas certain qu'on fasse ce qu'il faut. En matière de financement, ils sont pour nous, les banques, en général, ils sont trop gros pour les micro-sociétés, enfin, elles sont trop grosses pour les micro-sociétés, elles sont parfois trop petites pour les sociétés d'investissement, de fonds d'investissement. Donc, il y a vraiment des sujets. Et pour nous autres banques, on est à la fois, on nous demande aussi de financer, d'être agressive un peu plus là-dessus. En même temps, on est soumis à des contraintes réglementaires en termes de solvabilité qui finalement pénalisent, hein, la propension au risque, notamment en cas de défaut. Donc, il y a de vrais sujets auxquels les secteurs, à la fois les PME et les banques sont soumis. Et tant qu'on ne tentera pas de les résoudre avec des moyens appropriés, du style des fonds de garantie suffisants, des marchés en fonds propres pour les accompagner, on tournera, on mettra du temps, je dirais, à atteindre les objectifs qu'on s'assigne. Merci. Monsieur Adi, vous avez un mot de fin ou bien vous avez déjà tout dit? Oui, mon mot de fin, ce sera pour Eric Dirabouyapi qui m'a posé une question. Et je le remercie. Et ce sera mon mot de la fin. Effectivement, la subvention et l'appui aux PME, c'est très intéressant, mais il dit, est-ce que c'est une priorité pour les États? Eh bien, dans sa question, il y a la réponse. Il faut que les PME deviennent une priorité. Je pense que ce contexte a fait comprendre, je pense que nos décideurs sont conscients que la PME est stratégique parce que c'est l'emploi, parce que c'est la souveraineté dans l'industrie. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que les financements n'est pas suffisant. Il faut une stratégie industrielle, il faut une vision et il faut de l'accompagnement. Voici le mot de la fin et merci à tout le monde. Merci pour l'organisation, merci à la BAD et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Adi. Voilà, il y a une question qui disait quelles sont les actions que les institutions de développement, la Banque mondiale et la SFI, la Banque africaine mènent directement ou auprès du gouvernement pour appuyer les pays. Mais bon, je ne vais peut-être pas m'étendre sur celle-là. Par contre, nous dirons simplement qu'au niveau de la Banque africaine de développement, déjà certaines
Allô, Hugues, tu es encore là? Allô? Ok, donc je suis Yves Kra, collègue de Monsieur Hugues Kamewé. Compte tenu du fait que nous étions à la fin du webinaire, je souhaite remercier tout le monde et j'espère que vous resterez connectés pour nos prochains événements. Normalement, vous devez recevoir le lundi tous les supports, le support PowerPoint et l'enregistrement vidéo par email. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé à notre webinaire et nous espérons que vous resterez en sécurité dans ce contexte de COVID-19. Merci beaucoup. Merci, au revoir.